À son apogée, cette civilisation possédait des villes s'étendant sur de vastes territoires, des routes commerciales reliaient des contrées lointaines. Sa population se chiffrait en centaines de milliers d'habitants. Ses infrastructures resteraient inégalées pendant des millénaires. Et puis, tout s'est arrêté. Pas de bataille finale, pas d'effondrement officiel, pas d'armée conquérante. Juste le néant. La truelle de l'archéologue met au jour des maisons où les repas étaient restés à moitié préparés, des chantiers abandonnés en cours de construction, des quartiers entiers dont les habitants sont simplement partis. Ce qui est troublant, ce n'est pas tant la chute elle-même, mais plutôt le silence avec lequel elle s'est produite. Soyons clairs sur le sujet. Il ne s'agissait pas d'un petit village, mais d'un système. La civilisation de la vallée de l'Indus couvrait une superficie plus vaste que l'Égypte et la Mésopotamie antique réunies. Des villes comme Harappa et Mohenjo-Daro abritaient chacune 40 000 habitants. Leur urbanisme était extraordinaire. Des plans en damier d'une grande précision et un système de drainage sophistiqué sous chaque rue. Des briques de dimensions standardisées sur des centaines de kilomètres. Des preuves archéologiques révèlent des réseaux commerciaux s'étendant sur plus de 2400 kilomètres. Des sceaux de l'Indus ont été découverts dans des cités mésopotamiennes. Il ne s'agissait pas d'un commerce régional, mais d'un commerce international, nécessitant des navires, des marchands et une compréhension mutuelle des valeurs entre les cultures. L'organisation requise est stupéfiante. Des administrateurs, des unités de mesure et de poids standardisées, un contrôle de la qualité, des ingénieurs, des agriculteurs produisant des surplus pour nourrir des spécialistes qui ne cultivaient pas leur propre nourriture. Les systèmes ne disparaissent pas par accident. Ils sont trop complexes, trop investis dans leur propre survie. Et pourtant, en quelques générations, tout ce monde était déjà tombé dans l'oubli. Des villes qui existaient depuis 700 ans sont devenues des villes fantômes. L'écriture a complètement disparu, non pas par simplification progressive, mais simplement, on a cessé de l'écrire. À votre avis, que faudrait-il pour qu'une civilisation entière s'oublie? Dites-le moi dans les commentaires. Les preuves de cet abandon racontent une histoire étrange. À Mohenjo-Daro, des fours à poterie contenaient encore des vases, jamais utilisés. Des matériaux de construction étaient empilés, prêts à l'emploi, mais jamais employés. Des maisons meublées et remplies d'objets du quotidien étaient encore en place, comme si leurs occupants étaient partis pour ne jamais revenir. Il ne s'agit pas d'une évacuation. Lorsqu'on fuit dans la panique, on emporte ces objets de valeur. Une fois conquis, quelqu'un d'autre s'installe. Ici, les gens n'ont pas fait leur bagage avec soin. Ils ne sont pas revenus et ils n'ont pas reconstruit. Dans certains quartiers, la qualité des constructions s'est dégradée avant même l'abandon. Les briques de terre crue ont remplacé les briques cuites. Les réparations sont devenues bâclées. C'est comme si le savoir-faire, les normes, le souci de l'excellence, tout s'était évanoui avant même le départ physique. Cela soulève une question difficile. Pourquoi tout quitter et ne jamais revenir? La première explication est le stress environnemental. C'est logique, mesurable. Les données climatiques montrent des changements significatifs. La vallée de l'Indus a connu de graves sécheresses qui ont duré plus d'un siècle. Des études analysant les formations de grottes ont mis en évidence des sécheresses entre 4200 et 3900 ans avant notre ère, précisément au moment où les villes ont décliné. Les systèmes de moussons, dont les populations dépendaient depuis des générations, ont commencé à se dégrader. Les rivières sont devenues irrégulières. Chez les Mayas, l'analyse des sédiments lacustres révèle des méga-sécheresses. Plusieurs sécheresses sévères ont sévi pendant des décennies, entre 800 et 1000 de notre ère. L'une d'elles, particulièrement intense, a duré 13 années consécutives. Imaginez, 13 années de mauvaise récolte, 13 années à voir des enfants souffrir de la faim. Les civilisations reposent sur la stabilité, et la stabilité est fragile. Un agriculteur sème en s'appuyant sur des siècles de savoir. Une ville planifie le stockage de l'eau selon des schémas prévisibles. Modifier ces schémas et tout devient incertain. Mais c'est là que les choses se compliquent. Le stress environnemental à lui seul n'explique pas la rapidité de la disparition. L'être humain est incroyablement adaptable. Nous migrons, nous nous adaptons, nous innovons. Pourtant, ces populations ne l'ont pas fait, ou n'ont pas pu, ou ont choisi de ne pas le faire. Certains sites témoignent de tentatives d'adaptation. Des puits ont été creusés plus profondément. Mais ces efforts semblent timides, comme entrepris par une population déjà en train de se désengager. De plus, le stress environnemental à lui seul n'explique pas la rapidité de la disparition, car la sécheresse n'a pas frappé partout de la même manière. Certaines villes, pourtant bien situées, ont été abandonnées. La seconde théorie se concentre sur l'effondrement économique. Les villes antiques n'étaient pas autosuffisantes. Les centres urbains avaient besoin d'un apport constant de ressources provenant des campagnes et de partenaires commerciaux éloignés, le tout circulant au sein de réseaux exigeant entretien, sécurité et confiance. Lorsque le commerce s'effondre, les villes ne meurent pas de faim immédiatement. Elles se désagrègent lentement. D'abord, les produits de luxe se raréfient. Puis, les matériaux spécialisés disparaissent. Les vestiges archéologiques des sites de la fin de la civilisation de l'Indus le démontrent précisément. Les importations diminuent.
Chaque ville s'isole davantage, se replie sur elle-même. Pour les Mayas, l'effondrement des réseaux commerciaux signifiait que les villes ne pouvaient plus se procurer d'obsidienne pour les outils, de jade pour les rituels, ni de sel pour la conservation des aliments. Mais l'effondrement économique est insidieux. Au premier abord, il ne ressemble pas à un effondrement. Il ressemble à une récession, à des temps difficiles, à quelque chose de temporaire. Les gens attendent, ils se débrouillent avec moins, ils se disent que ça va s'arranger. Quand ils réalisent que ce ne sera pas le cas, la capacité administrative à coordonner une réponse est déjà affaiblie. Les spécialistes sont partis, le savoir collectif s'est dispersé. Pourtant, certaines villes se sont effondrées même là où il restait des ressources. Pourquoi? Ce qui nous amène à la troisième explication, la défaillance interne. L'effondrement ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, il se développe silencieusement de l'intérieur. Lorsque les profits sont concentrés entre les mains d'une petite élite, tandis que les coûts sont supportés par tous, les systèmes deviennent fragiles. Les découvertes archéologiques montrent que les sépultures de l'élite devenaient plus élaborées, tandis que les tombes communes révélaient des signes de malnutrition. Le fossé se creuse. À la fin de la période de l'Indus, les poids et mesures standardisés deviennent incohérents. Le contrôle de la qualité s'affaiblit. C'est comme si l'autorité centrale perdait sa capacité à faire respecter les normes. Les Mayas présentent des schémas encore plus frappants. Durant leur période classique terminale, les guerres entre cités et États s'intensifient. Les inscriptions passent de la célébration de la construction à celle des victoires militaires. La fragmentation politique a entraîné l'absence de réponse régionale face à la sécheresse. Chaque ville a dû affronter la crise seule, souvent en même temps qu'elle combattait ses voisines. Mais si les problèmes internes en étaient la cause, pourquoi n'y a-t-il aucun signe de résistance ou de redressement ? C'est là que l'archéologie révèle des histoires par ce qui manque. À Mohenjo-Daro, il n'y a pas de charnier, aucune trace d'épidémie, pas de fosse commune pour des milliers de corps. Il n'y a pas de destruction généralisée, pas de bâtiments incendiés à grande échelle. Les villes n'ont pas été détruites, elles ont été abandonnées. Il n'y a pas de traces de bataille finale, pas d'armes sur les positions défensives, pas de squelettes portant des marques de traumatisme. S'il y a eu conquête, elle n'a laissé aucune trace archéologique. L'archéologie raconte des histoires, mais parfois, elle les raconte par ce qui manque. Ce qui manque, c'est le drame, la crise, la catastrophe. On observe plutôt un déclin progressif. Un quartier se vide, un atelier ferme, un temple cesse de recevoir des offrandes. Et personne ne reconstruit, personne ne remplace. Trouvez-vous l'absence de preuves plus troublante que les preuves d'une catastrophe? Dites-le moi dans les commentaires. Ce qui nous amène à la possibilité la plus inquiétante. Et si ce n'était pas un effondrement? Et si c'était simplement un départ? Des travaux récents suggèrent que les civilisations ne s'effondrent pas toujours de façon spectaculaire. Elles se dissolvent. Les individus prennent des décisions rationnelles qui, collectivement, détruisent tout. Une famille déménage dans un village où elle peut cultiver la terre. Un artisan s'installe là où le commerce est encore florissant. Un marchand part pour une ville plus prospère. Un prêtre cherche un poste ailleurs. Chaque décision est logique. Personne ne panique. Mais à chaque départ, la ville s'affaiblit. Moins d'agriculteurs signifie moins de nourriture. Moins de nourriture signifie des prix plus élevés. La hausse des prix empêche les artisans de rester. Moins d'artisans signifie moins d'échanges commerciaux. Moins d'échanges commerciaux signifie moins de richesse. Le cycle s'accélère. Ce n'est ni un effondrement, ni une catastrophe. Juste un départ. Ce schéma se répète tout au long de l'histoire. Le lent dépeuplement des villes romaines de l'Occident. L'abandon des villages ancestraux. Le déclin des villages médiévaux. Pour la vallée de l'Indus, les reconstitutions climatiques montrent une migration des populations vers l'est, là où les moussons étaient plus régulières. La population augmente dans les régions orientales, précisément au moment où les grandes villes déclinent. Les gens n'ont pas disparu, ils se sont déplacés, ils se sont dispersés. Mais les petites communautés ne pouvaient pas maintenir d'infrastructures sophistiquées. Elles n'avaient pas besoin de l'écriture, elles n'avaient pas besoin de poids standardisés. Le savoir n'a pas disparu d'un seul coup. Il a simplement cessé d'être nécessaire, d'être enseigné, d'être transmis. Ce qui est troublant, c'est la rationalité apparente de tout cela. Personne n'a pris de mauvaises décisions. Un agriculteur qui cherche de meilleures terres est avisé. Une famille qui cherche un accès à l'eau potable est prudente. Pourtant, le résultat collectif fut la disparition de civilisations. L'histoire retient les fins dramatiques, la chute de Rome, l'incendie d'Alexandrie. Ces événements font de belles histoires, mais ici, rien de dramatique. Il s'agissait simplement de gens qui partaient, emportant leurs outils, leur savoir, leurs enfants, continuant leur vie. L'écriture de l'Indus n'a pas disparu parce que des livres sont brûlés. Elle a disparu parce que de moins en moins de gens savaient la lire, puis l'écrire, jusqu'à ce que plus personne ne s'en souvienne. Non pas supprimé, mais simplement oublié. L'urbanisme sophistiqué n'a pas été détruit. Il n'a tout simplement pas été reproduit ailleurs. Le savoir est resté dans leur mémoire, mais n'a pas été transmis intégralement à la génération suivante. En quelques générations, les descendants des habitants des villes les plus avancées du monde vivaient dans de petits villages agricoles. Ils se racontaient probablement des histoires, mais les histoires deviennent des légendes. Les légendes deviennent des mythes.
et les mythes s'estompent. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que nous nous observons nous-mêmes. Notre civilisation est un système, un réseau extrêmement complexe de spécialistes et d'interdépendances. Votre nourriture provient de centaines de kilomètres. Votre électricité nécessite des réseaux continentaux. Votre Internet dépend de câbles sous-marins. Tout est connecté. Ces systèmes fonctionnent parce que les gens les entretiennent, parce que les infrastructures sont réparées, parce que le savoir collectif est transmis. Nous supposons que l'effondrement est bruyant, catastrophique, visible. L'histoire suggère qu'il peut être silencieux. Cela peut se traduire par des chaînes d'approvisionnement moins fiables, des normes qui baissent légèrement, un entretien reporté et des connaissances spécialisées détenues par un nombre restreint de personnes. Il peut s'agir de jeunes qui quittent des villes devenues inabordables, sans que personne ne se préoccupe des conséquences du vieillissement de la population. Il peut s'agir de régions où les investissements cessent, les opportunités se raréfient et tous ceux qui le peuvent partent. Il peut s'agir d'une fragmentation politique, rendant toute coordination impossible. La vallée de l'Indus n'a pas connu de signes avant-coureurs. Ses habitants vivaient leur vie, prenaient des décisions qui leur semblaient raisonnables, essayant de subvenir aux besoins de leur famille. Comprendre que le succès ne garantit pas la survie est la leçon la plus difficile. La vallée de l'Indus a prospéré pendant 7 siècles. La période classique maya a duré 6 siècles. Ce n'étaient pas des civilisations éphémères, elles semblaient pérennes. Le succès engendre la confiance. Quand quelque chose fonctionne depuis des générations, on cesse de le remettre en question. On cesse de s'occuper de ce qui ne semblait pas cassé. On cesse de se préparer à des scénarios qui ne se sont jamais produits de mémoire d'homme. Jusqu'à ce qu'ils se produisent. Le savoir collectif, la confiance sociale, les infrastructures, tout cela est plus fragile qu'on ne l'imaginait. Notre monde moderne interconnecté nous rend-il plus résilients ou plus vulnérables? J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Cette civilisation ne nous a pas laissé d'avertissement. Elle nous a légué un schéma. Et les schémas se répètent, qu'on s'en aperçoive ou non. Le schéma est le suivant. La complexité exige un entretien constant. Les systèmes dépendent de ceux qui les comprennent. Le succès n'est pas éternel. Et parfois, la fin ne s'annonce pas. Elle arrive silencieusement. Une décision après l'autre. Un départ après l'autre. Une compétence oubliée après l'autre. Jusqu'au jour où, errant parmi les ruines, on se demande comment quelque chose d'aussi magnifique a pu s'arrêter. Le vent souffle dans les rues désertes. La poussière se dépose sur les outils abandonnés. La vigne reconquiert les murs de pierre. Et le silence pose une question à laquelle on préférerait ne pas répondre. Cela pourrait-il se reproduire ?